Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette conférence Instafac sur les études en droit. Donc, je vais vous présenter les différents intervenants et puis moi-même. Alors, c'est pas poli, je vais commencer par moi. Ça ne se fait pas normalement. Donc, moi, je suis Valérie Dormoucrage, chargée d'orientation au sein de Cap Avenir. Cap Avenir étant la structure d'information et d'orientation, d'insertion et d'entrepreneuriat de l'université. Et c'est Cap Avenir qui organise cette conférence. Cap Avenir, en fait, est là pour aider les lycéens à s'informer sur les études universitaires et est là pour aider les étudiants qui intègrent l'université tout au long de leur carrière universitaire, entre guillemets, pour toutes les questions d'orientation, voire quelquefois de réorientation, mais on est là pour aider essentiellement sur les questions d'orientation tout au long des études universitaires. Donc, nous avons présent aujourd'hui Monsieur Lavenne, qui est le doyen de la faculté de droit, et Madame Leprince, qui est la vice-doyenne de la faculté de droit. Tous les deux, ils vont vous présenter les études en droit et répondre à vos questions. Et normalement, nous aurons, je l'espère, avec nous une étudiante qui pourra vous apporter son témoignage sur les études en droit et sur la vie étudiante. Si toutefois, parce qu'en ce moment, je ne vous cache pas que c'est les partiels en ce moment, donc c'est pas sûr que l'étudiante puisse venir. Donc sinon, si vous avez des questions sur la vie étudiante, on pourra nous aussi y répondre, même s'il n'y a pas le témoignage de l'étudiant. Voilà. Donc, je vous propose de laisser dès à présent la parole à Monsieur Lavenne en premier lieu, et puis ensuite Madame Leprince. Bien, merci. Bon, d'abord, je suis très content, nous sommes très contents de pouvoir présenter les études de droit devant vous, parce que c'est vrai que ce sont des études qui parfois prennent lieu à beaucoup d'inquiétudes, de représentations, de discussions dans les familles avec des copains. Et donc, c'est une bonne chose de pouvoir, d'une certaine manière, présenter réellement ce que sont les études en droit. Alors, dans la présentation que nous avons retenue, que nous avons décidé de vous faire, pour le diaporama vous sera mis en ligne, donc on ne va pas tout détailler, vous pourrez revenir sur certains détails ensuite. Donc, grosso modo, nous avons voulu d'abord vous présenter ce qu'est la faculté de droit, l'institution, quelques clés, des chiffres, etc., pour les étudiants, pour les enseignants. Ensuite, quelles sont les études, quels sont les débouchés des études en droit. Souvent, c'est un peu comme ça que les personnes se posent la question, c'est-à-dire faire du droit, mais pourquoi faire? Et ensuite, une fois qu'on a décidé ça, quelles études on fait? Et souvent, la grande question, c'est est-ce que c'est fait pour moi? Donc, on essaiera de balayer un petit peu toutes ces questions. Dans notre manière de présenter la chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord un peu suivre ce cheminement. On essaiera de pas trop long, soit pas trop unilatéral, pour qu'ensuite vous puissiez poser toutes les questions que vous avez sur les études en droit, et on essaiera de vous y répondre. Alors, d'abord, bon, la faculté de droit de l'UDO, elle existe sur 2 sites, à Brest et à Quimper. À Brest et à Quimper, et la faculté de droit comprend 2500 étudiants en tout, avec 80 enseignants et enseignants-chercheurs, différents départements, donc droit, économie, gestion et ES, c'est une faculté pluridisciplinaire, mais là c'est le droit qui nous intéresse. Il y a 5 licences différentes, et puis nous avons 11 masters et jusqu'au doctorat. Donc voilà un peu pour le panel de ce qu'est cette institution. C'est une faculté qui délivre l'intégralité des diplômes universitaires, licence, master, doctorat, et qui permet de se professionnaliser à partir d'une formation juridique. Alors, j'insiste, alors le 2500 étudiants, ça peut paraître important. En réalité, l'un des atouts de la faculté de droit de Brest, c'est que c'est une faculté à taille humaine. C'est-à-dire que vous prenez l'amphi de première année, alors vous pourrez considérer que c'est beaucoup, mais vous allez avoir 450-500 personnes. Dans d'autres facultés, vous allez être à 1000-1500 personnes.
Donc en fait, on est une faculté relativement qui permet un accès aux enseignants. Et d'ailleurs, en fait, on croise les étudiants, on les connaît, c'est une bonne chose. Et pour autant, il y a beaucoup de diplômes qui sont délivrés. Alors, pour en arriver tout de suite sur le vif du sujet, pour éviter de trop tergiverser, la question souvent qui peut se poser, c'est bon de faire des études de droit, mais pour quel débouché? Alors, bon, j'ai pour habitude de dire souvent aux lycéens et aux lycéennes qu'on voit par exemple au salon Azimut, c'est que dans la mesure où le droit est présent dans absolument tous les domaines de la société, et en réalité, il existe des métiers du droit dans tous les domaines de la société. C'est-à-dire que le droit en soi, c'est un outil pour mettre en place des règles. Vous êtes intéressé par l'environnement, il y a le droit de l'environnement. Vous êtes intéressé par la protection de l'enfance, il y a le droit de la protection de l'enfance. Vous aimez la question des services publics, la politique, l'intérêt général, vous avez le droit constitutionnel, les institutions administratives. C'est-à-dire que, en fait, quels que soient vos centres d'intérêt, il n'y ait pas un secteur de la vie humaine qui soit régi par des règles de droit. C'est-à-dire que derrière tout ce qui se passe, il y a toujours des règles. La première chose qu'on a faite en arrivant dans cet amphi, c'est de signer un papier pour le droit à l'image. C'est-à-dire que, et évidemment, ce papier qu'on a signé, il a fallu quelqu'un pour le rédiger. Il a fallu quelqu'un pour le rédiger, le droit d'auteur, le droit à l'image, etc. Il a fallu des juristes. Pour construire cet amphithéâtre, il a fallu des juristes, droit de l'urbanisme. Comment est-ce qu'on construit un amphithéâtre de ce type? Il y a des normes de sécurité, comment on sort, s'il y a des problèmes d'incendie, etc. Donc c'est-à-dire que dans absolument tous les domaines de la société, vous avez des juristes. Alors ces juristes, quelles sont réellement leurs professions? Alors vous avez plusieurs professionnalisations suivant les niveaux de diplôme. Il y a 3 diplômes principalement à la faculté, licence, master et doctorat. Alors, pour les emplois, vous avez évidemment tous ceux qui viennent à l'esprit de ceux qui, finalement, voient le droit de loin, c'est-à-dire par les infos, les séries, c'est-à-dire les avocats, les juges, les huissiers, les notaires. En gros, si vous dites que vous faites des études de droit, la première chose qu'on va dire, avant tu veux devenir avocat ou avant tu veux devenir juge. Et donc, très souvent, lorsque nous ouvrons la première année, eh bien, une bonne partie des étudiants disent qu'ils veulent faire avocat parce que finalement, c'est l'une des seules professions du droit qu'ils connaissent. La faculté forme pour devenir avocat, et d'ailleurs, Christelle Leprince, outre sa qualité de vice-doyenne de la licence, dirige l'Institut d'études judiciaires qui prépare au concours d'avocat, et nous nous félicitons d'avoir des étudiants qui, tous les ans, intègrent l'école d'avocat et qui deviennent de brillants avocats. Donc les métiers de justice que vous connaissez classiquement, vous avez aussi tout un volet de métiers que vous connaissez aussi, mais qui ne sont pas forcément rattachés, auxquels on n'adosse pas au droit directement. Alors vous avez les métiers de l'immobilier, tout simplement, agent immobilier, un bon agent immobilier, il faut qu'il soit un bon commercial, mais il faut qu'il connaisse le droit. Parce que s'il ne connaît pas le droit, il aura quelques problèmes si les ventes se passent mal. Vous avez aussi tout ce qui concerne, les banques, les assurances. Les banques recrutent de façon importante des juristes. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire de sécuriser les opérations financières. À la faculté, nous avons par exemple un master monnaie, banque, finance et assurance, où dans les formations sont enseignés le droit des assurances, le droit des contrats, pour savoir qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui n'est pas légal. Peut-être allez-vous, ou peut-être avez-vous ouvert un compte, vous allez sans doute ouvrir un compte à votre nom, eh bien, pour ouvrir un compte à la banque, la personne qui est en face de vous, il y a immanquablement à un moment donné, quelqu'un a dû lui expliquer quelque chose sur le droit, les conditions pour ouvrir un compte, quelles sont... Et donc, toutes ces choses-là, il sont nécessaires de les enseigner. Alors aussi, d'une façon plus générale, vous avez finalement tous les responsables de services juridiques. En réalité, dans toutes les institutions, vous avez un responsable juridique. C'est lui qu'on vient voir, ou elle, qu'on vient voir lorsque on se demande si on peut construire un amphi comme celui-ci. C'est lui qu'on vient voir, on demande, on aimerait bien enregistrer la séance, est-ce qu'on peut, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et donc, dans toutes les institutions, je dis bien toutes, alors moi, par exemple, en tant que directeur de master, je travaille beaucoup avec l'IFREMER, avec la Marine nationale,
avec Brest Métropole. À Brest Métropole, vous avez une direction juridique, et pour chaque direction, vous avez des personnes qui répondent à la question est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, comment fait la deuxième ligne de tram, par exemple. C'est-à-dire que ce que vous voyez actuellement en termes de construction d'une ligne de tram, avant que ce soit réalisé, vous avez eu une armée de juristes qui ont rédigé les contrats, prévu les régimes de responsabilité. En fait, la réalité est toujours précédée par les juristes pour qu'elle puisse advenir. Et souvent, elle est suivie lorsqu'il y a des procès. Mais ça, c'est la partie, finalement, quand ça se passe mal. Le but, c'est que ça se passe bien. Autre aspect, alors les métiers des services publics, ça peut être dans les hôpitaux. Ici, prenez par exemple l'hôpital de la Cavale Blanche, ici à Brest, le CHU, vous avez des juristes. La responsabilité des malades, enfin responsabilité s'il y a des problèmes dans les opérations, par exemple, sur les droits des patients. Un domaine qui est actuellement qui pose beaucoup de questions, c'est l'utilisation des données. Évidemment, chaque administration est de plus en plus récolte des données. Et donc, il est important de savoir quelles données on peut garder, durant combien de temps, qu'est-ce que je peux demander, qu'est-ce que je fiche, etc. Parce que ça permet aussi de savoir quels sont les droits des personnes. Je continue sur les patients. Est-ce qu'un patient peut refuser un traitement? Est-ce qu'on peut lui imposer un traitement? Est-ce que si la personne ne peut pas exprimer son consentement parce qu'elle a eu un accident de voiture, elle est dans le coma, qui va le faire? Toutes ces questions-là, encore une fois, c'est des questions de la vie ordinaire et les juristes doivent être là pour répondre. Et évidemment, il est important d'apprendre tous ces droits parce que quand ça se passe, il faut avoir la réponse. Donc voilà un petit peu pour le panel des professions juridiques qui sont, je le dis, très élargies et nous sommes à la direction d'une faculté de droit, je serais absolument incapable de vous fournir la liste complète des métiers du droit. Pourquoi? Parce qu'il y a les métiers classiques, c'est ce qu'on vous présente là, ce qu'on connaît, et puis il y a toutes les hypothèses dans lesquelles une institution va avoir besoin d'un juriste pour réussir à accomplir quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Prenons le cas de l'Ifremer. L'Ifremer, donc un institut à Plouzané, qui envoie des bateaux partout dans le monde pour étudier la mer et la pêche, par exemple. Bon, il se trouve que, vous connaissez peut-être Jean-Louis Etienne, donc un navigateur et un explorateur, a en tête de construire une bouée habitable qui ferait 100 mètres de haut et qui serait immergée, qui ferait le tour de l'Antarctique pendant 2 ans. Bon, pour construire ça, il va falloir passer un sacré paquet de contrats pour pouvoir réaliser ça. Et puis, les gens qui vont être là-dedans, quel droit va s'appliquer là-dedans, quel droit du travail, droit international, en Antarctique, je ne vous raconte pas le désordre, je serais bien incapable, pour ma part, de répondre à la question de savoir s'il y a un problème, quel est le droit qui s'applique à ceux qui bossent là-dedans, ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais vous voyez, par exemple, l'intégralité des masters sont ouverts à l'alternance. L'un de mes étudiants du master, son travail durant 1 an, ça a été de rédiger des clauses de ses contrats pour faire en sorte qu'on achète des bonnes choses, c'est-à-dire des bons matériaux. Autre exemple d'un de mes étudiants en master, lorsque la marine veut acheter un Zodiac, va pas à Loisir 3000 prendre un Zodiac. Pourquoi? Parce que le Zodiac, sa constitution, il faut qu'elle soit régie par le secret défense, parce qu'en fait, il ne faut pas trop qu'on sache comment on fait pour le détruire. Donc, vous avez une manière d'acheter dans la marine qui n'est pas la même manière que vous et moi. Et donc, vraiment, j'insiste sur ce point, c'est l'extraordinaire panel des métiers du droit qui sont à peu près aussi élargis que toutes les idées que les hommes et les femmes ont sur la Terre pour se dire « tiens, ce serait bien qu'on fasse tel truc ». Donc vraiment, là, les débouchés sont très importants. Je ne sais pas si j'ai été assez complet sur les débouchés. Oui, et puis en plus, il y a des métiers et des secteurs qui émergent en permanence, c'est-à-dire que, on parle beaucoup du numérique qui, maintenant depuis quelques temps, mais d'ici quelques années, il y aura sûrement d'autres secteurs en plus qui vont émerger. Donc, c'est vrai que les étudiants en première année, quand on les encadre sur des projets pro, quand ils doivent s'intéresser, alors il y en a, ils viennent à la fac avec une idée déjà un petit peu précise,
et qui peuvent changer d'avis d'ailleurs en cours d'études, c'est très fréquent, et puis d'autres qui sont complètement effrayés et un peu paniqués avec justement toutes les possibilités qu'il peut y avoir, mais en même temps c'est hyper stimulant, parce que moi je leur dis partez justement de ce que vous aimez, partez des domaines, est-ce que vous aimez la musique, est-ce que vous aimez le cinéma, est-ce que vous aimez l'environnement, est-ce que vous aimez le domaine de la santé qui peut vous intéresser, il y a beaucoup de choses, et c'est vrai que pour eux, moi je trouve ça, pour vous, en tout cas en tant que futur peut-être étudiant à la fac de droit, je trouve que c'est vraiment hyper stimulant. Alors, au-delà de. Donc, une fois qu'on a connaissance de la grande variété des métiers, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément. Pour tout vous dire, moi, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire quand j'ai commencé mes études de droit. Je n'ai imaginé que je deviendrais doyen de la faculté dans laquelle j'ai fait mes études. Souvent, ce qui peut effrayer, c'est la durée des études. Ça peut paraître long. Enfin, on a une représentation de ces études-là qui sont. On se dit, ouais, mais 5 ans, on va faire 3 ans de lycée, 4 ans de collège, bon, voilà. Bon. Alors, sur la question de la durée, le système, il est celui-ci. C'est-à-dire que vous avez la licence de 3 ans, puis si vous poursuivez après, c'est le master, ça dure 2 ans, et puis si vraiment après vous aimez le droit, mais là ça relève de la passion, voire même de la folie, ce qui est mon cas, vous avez le doctorat, dont on dit pour ne pas effrayer les gens que c'est 3 ans, mais en réalité c'est 5. Donc voilà un peu la structure des études. Je le répète, hein, quand j'étais à votre place, je peux vous dire que jamais j'aurais imaginé que je n'aurais ne serait-ce que passé le premier semestre de la première année. Donc c'est important de savoir que ce sont des études potentiellement longues, dans le sens où ça peut potentiellement durer, mais ce sera une autre partie de l'exposé, si ça vous plaît. Parce qu'en fait, la clé, elle est là. C'est-à-dire que, autant dire, ça ne sert à rien de faire quelque chose qu'on n'aime pas, c'est une évidence. Je suis plutôt bas de plafond, je préfère rappeler les évidences. Ça ne sert à rien de se faire du mal. Si on n'aime pas, il ne faut pas faire. Alors après, on verra comment on rentre dans les études de droit. Alors, une fois qu'on a dit ça, licence, master, doctorat, comment ça se passe concrètement? Bon, vous arrivez en licence, L1, L2, L3, première, deuxième, troisième année. Au bout de la troisième année, si vous avez validé votre licence, bravo, enfin si vous validez votre 3 années, bravo, vous avez une licence en droit. Et puis, si vous souhaitez continuer en master, suivant les notes que vous avez obtenues en licence, vous allez pouvoir candidater dans des masters qui, eux, souvent, se spécialisent dans tel ou tel domaine. On a droit des droits de la mer, droit public, droit des personnes générales, droit des activités immobilières, etc., etc. Alors, si je commence par les licences, qui est un peu votre entrée, sur les licences, vous avez 3 licences de droit à l'UDO, en tout cas, la faculté de droit à l'UDO, oui. Alors, je les mentionne, je ne vais pas rentrer dans les détails de PowerPoint qui sera en ligne, qui permettra de faire pause et de regarder certains aspects. De toute façon, vous pouvez télécharger les documentations sur le site de la faculté, donc je vais pas vous assommer de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la licence droit parcours général. Ça, cette licence, c'est la licence, je dirais, classique, de droit commun, j'aurais tendance à dire, où l'essentiel des étudiants en font, et qui permet d'accéder au master. Licence de droit général. Puis, vous avez aussi une licence droit parcours marché de l'art. Alors ça, ce sont des étudiants, et c'est à Quimper, c'est pour ça que j'ai mentionné que c'était sur 2 sites, hein, parce que la licence marché de l'art, elle est aussi à Quimper, enfin elle est seulement à Quimper. Ce sont pour des étudiants, par exemple, qui vont viser des métiers assez particuliers, c'est-à-dire en gros droit et culture, ou droit et art. En fait. Ça va être, par exemple, commissaire-priseur. Vous allez avoir des cours d'archéologie, vous allez avoir des cours d'histoire de l'art, et en même temps des cours de droit. Pour vous donner un ordre de grandeur, si je ne me trompe pas, je parle sous ton contrôle, un étudiant qui suit droit marché de l'art, il a 80% des cours de licence générale et 80% de cours de licence d'art. En fait, c'est en partenariat avec la fac. C'est double licence. C'est une double licence. Et le deuxième parcours, le troisième, pardon, c'est à Brest, droit parcours carrière internationale. Donc là, c'est pareil, c'est quand on a déjà une idée
plus précis. C'est-à-dire que lorsqu'on se lance dans le droit marché de l'art, on a une idée assez précise de ce qu'on veut faire. C'est pas anodin. C'est pareil pour carrière internationale. Carrière internationale, c'est une bilicence. En fait, c'est une licence droit et LEA. C'est-à-dire que on fait la licence de droit et en même temps, on fait la licence langue étrangère appliquée avec 80% de la licence générale, 80% de droit et 80% de la licence LEA. Bon, bah, tout ça, cette licence, par exemple, c'est pour ceux qui souhaiteraient viser des carrières plus internationales dans des institutions européennes. Alors, ça peut être des institutions nationales qui sont en interface avec les institutions internationales, ça peut être des institutions européennes, ça peut être dans la diplomatie, ça peut être dans l'humanitaire, parce que l'humanitaire relève du droit international. Donc ça peut être tout ce volet-là. Mais ça veut dire déjà qu'on a une idée assez précise. Et d'ailleurs, très souvent, les étudiants qui sont pris, alors ils sont 40 à être en marché de l'art, ils sont plus. Ils sont plus, mais pour carrière internationale, ils sont 40. 40, enfin 35, enfin ça dépend, ouais, une quarantaine. Et évidemment, bon, il y a une sélection très forte, parce que, il faut être clair, quand on est dans le marché de l'art, se faire de ma part, le planning, il fait, je crois que c'est quelque chose comme 45 heures par semaine, parce que c'est les deux. Donc, faut aimer. Carrière internationale aussi. Carrière internationale, pareil. C'est une double licence, donc forcément, voilà. une double licence dit plus de travail, plus de. Vous êtes sur. Par exemple, carrière internationale, vous avez des cours qui sont à la fac de droit et des cours qui se déroulent à la fac de lettres. Du coup, donc, il y a des créneaux réservés. Le matin, vous êtes par exemple à la fac de lettres, justement, et l'après-midi à la fac de droit. Donc, vous avez peu de temps libre, de trous, on va dire, dans l'emploi du temps. C'est vrai que c'est un investissement en termes de travail important. Par contre, je rebondis sur ce que disait Michael Lavenne, c'est que, alors, c'est des étudiants qui choisissent ce parcours, savent en fait très tôt, ont une idée, c'est vrai, assez précoce peut-être par rapport à d'autres, en tout cas, de ce qu'ils veulent faire, mais peut-être petite précision pour rassurer les autres, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous ne faites pas la carrière, enfin, par exemple, la licence parcours carrière internationale, que vous ne pourrez pas travailler à l'international et aller au final atterrir au même endroit qu'un étudiant qui a fait une licence droit parcours carrière internationale et inversement pour l'autre aussi. C'est-à-dire que c'est juste peut-être votre projet a émergé un petit peu plus tard et bon, bah, ça se développe au fur et à mesure et si votre dossier est bon et cohérent, il n'y aura aucune difficulté. Vous pourrez évidemment aussi aller travailler sur les mêmes domaines. Donc c'est pas incompatible du tout. Il ne faut pas vous dire arriver en deuxième ou troisième année, non, j'ai loupé le coche. Ma carrière est fichue en termes en domaine international, c'est pas le cas du tout. Ce qui est important par contre, c'est que sur Parcoursup, parce que l'aspect pratique il est là quand même aussi, c'est que c'est pas la même candidature que vous faites au niveau de l'interface de Parcoursup. C'est d'emblée, vous ne candidatez pas, si vous souhaitez demander la licence de droit parcours carrière internationale, c'est pas une fois en septembre prochain, une fois que vous avez obtenu le bac et que vous avez fait Parcoursup en vous inscrivant au parcours général, qu'en septembre vous allez arriver et dire bah, tiens, j'aimerais bien finalement faire carrière internationale. C'est vraiment au moment de l'inscription sur Parcoursup. D'accord ? Avec des passerelles possibles aussi. Alors, si vous êtes en carrière internationale et en marché de l'art, vous avez la possibilité, imaginons que vous vous rendez compte finalement que vous préférez basculer en parcours général, il y a cette possibilité-là aussi. L'inverse n'étant pas vrai, puisque ce sont des parcours sélectifs, vous êtes retenu sur dossier, donc si vous démarrez par un parcours général, vous ne pourrez pas, en cours de première année ou en cours de deuxième année, demander à aller dans le parcours, par exemple, carrière internationale. Mais l'inverse, c'est vrai. Vous pouvez revenir à tout moment dans le parcours général. Alors, je vais passer certains, je ne vais pas m'amuser à lire le diaporama que vous pourrez consulter vous-même. Vous a donné l'état d'esprit général, et si d'aventure vous souhaitez plus de précision, vous pourrez nous poser des questions ensuite. Je vais passer ça, c'est ce qu'on a dit. Alors, je tiens à préciser, dans la licence, c'est un point important, donc chaque année, c'est 2 semestres. 2 semestres, et chaque semestre se décompose en une semaine, c'est des cours magistraux et des travaux dirigés. Les cours magistraux, on est dans un amphi, on est là, le prof fait son cours, en général on prend des notes, en général on pose pas trop de questions. Et dans ces cours magistraux, c'est un peu ce que vous pouvez sans doute imaginer de la faculté, c'est-à-dire beaucoup de monde, un prof qui est tout petit en bas de l'amphithéâtre, et on prend des notes. Et d'une certaine manière, un peu de solitude vis-à-vis de ça.
c'est-à-dire qu'on est beaucoup, donc paradoxalement, quand on est beaucoup, on se sent seul, et en plus, le prof est loin. Et vous avez des travaux dirigés, et là, les travaux dirigés sont précisément faits en petits groupes, 40 personnes max, sont faits pour expliquer ce qui a été fait en cours magistral et revenir sur les notions. Donc toute la semaine, vous allez avoir des cours magistraux en amphithéâtre, plein de monde, on prend des notes, et des TD, des travaux dirigés, on fait l'exercice, on pose des questions, et c'est là que souvent même les connaissances se font, les groupes d'amis se font, parce que de toute façon on est affecté dans un télé, puis on discute comme ça se fait au collège ou au lycée, avec celui qui est à droite, celui qui est à gauche, puis 15 jours on change de place, on a vu qu'on fait être à côté d'un tel qui est plutôt d'un tel. Donc c'est vraiment un fonctionnement qui mêle les deux. À la fin de chaque semestre, vous avez des examens, ce qu'on dit partiels, qui ont lieu là en ce moment pour nos étudiants, juste avant Noël. Alors avant c'était à cheval sur les vacances de Noël, c'est-à-dire une semaine avant les vacances, une semaine après. Maintenant c'est mieux, c'est tout avant. Et puis en mai, en mai. Donc 2 fois les épreuves. Mais cela dit, vous avez aussi des contrôles continus durant l'été. Donc ce qui permet de, si par exemple il y a une mauvaise note en contrôle terminal, et bien on pourra rattraper les choses parce qu'on a eu un contrôle continu et donc on a pu rattraper éventuellement des accidents. La licence aussi, la licence, le but c'est de donner des connaissances, des savoirs fondamentaux. C'est-à-dire que très souvent, les étudiants et parfois même les parents s'imaginent que la licence c'est de la théorie et que de toute façon dans la vraie vie ça ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, à chaque fois que les étudiants se retrouvent à discuter avec leur entourage, on leur pose des questions, alors j'ai un problème, vous allez voir, c'est parce que j'en vois, chaque repas de famille, on vous posera des questions auxquelles vous serez incapable de répondre au début. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'au début, on fait ses gammes. Exactement comme quand on apprend la musique. On fait ses gammes, et puis après on peut composer. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, par exemple, le contrat que je viens de signer ou l'amphithéâtre ici, il faut apprendre la théorie du contrat, donc en théorie, indépendamment de mon contrat Orange, pour comprendre ce que sont les contrats. Et donc les 2 premières années, c'est vrai, et c'est ça que je n'utilise pas le mot théorie, j'utilise des savoirs fondamentaux. Parce que c'est la culture juridique qui ensuite permet de distribuer sur toutes les professions du droit. Il y a une grande distinction parmi les juristes, c'est ceux qui préfèrent le droit public, en gros c'est le droit de l'État, et ceux qui préfèrent le droit privé, en gros c'est les personnes privées, c'est-à-dire vous, moi, et puis les entreprises et les associations, pour faire simple. Bon, moi je préfère le droit public, et celle le prince préfère le droit privé, on ne rentrera pas dans le droit. Mais tout ça pour dire que, d'abord, on fait les bases, en L1 et en L2, et ensuite, on commence à se spécialiser. C'est vraiment la métaphore, je me rappelle pour le coup, quand j'ai commencé les études de droit, le doyen de l'époque avait fait cette métaphore qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, en disant, mais, en fait, le droit, c'est 2 ans à faire ses gammes, comme les gammes, comme le solfège, c'est pas toujours très facile au départ, et en fait, après, ça devient très intéressant. Donc il y a vraiment, il faut le dire, ce vrai passage de la première année et de la deuxième année. Et au-delà des savoirs fondamentaux, vous avez les stages. Vous pouvez faire des stages. Vous devez faire des stages. Vous devez faire des stages, et le fait de faire ces stages-là vous permet d'essayer. Parce que ça, c'est vraiment aussi un mot qui doit être très présent dans un parcours, c'est essayer. Pour savoir ce que l'on veut faire, très souvent, il faut d'abord commencer par savoir ce que l'on ne veut pas faire. Et ça va être, je voulais faire avocat, je vais aller faire un tour dans un cabinet d'avocat, faire un stage, je me rends compte en fait que non. Et puis finalement, le hasard d'une rencontre, parfois ça tient à rien. On se dit, en fait, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Donc, il faut, durant la licence, devenir juriste en apprenant le droit, et puis aussi en essayant, en faisant des stages dans les professions juridiques. Et on a la chance, ici dans le bassin de Brest et du Grand Ouest, ça se fait très bien.
Il y a de toute façon, comme je l'ai dit, des juristes, il y en a partout, donc des stages en droit, il y en a beaucoup. Donc ça permet de tester beaucoup de choses. Alors une fois qu'on a la licence, bon, je passe les détails sur les trois. Alors petit quand même un point là-dessus, c'est que, comme je l'ai dit, comme nous l'avons dit, à la faculté de droit, en fait, c'est une faculté de droit, d'économie de gestion et d'AES. En fait, il y a trois filières. Et il est possible de passer de l'une à l'autre. Par exemple, ce qu'on appelle des passerelles, je fais une première année de droit. Je me rends compte que finalement, ça ne me plaît pas trop, et j'ai bien aimé le cours d'introduction à l'économie. Et puis en fait, finalement, je crois que je vais faire une licence d'économie. Là, c'est possible de demander une passerelle. Éco-gestion, AES, vous pouvez demander des passerelles. Alors, vous pouvez le faire assez vite. De toute façon, en général, on se rend compte assez vite si on aime ou si on n'aime pas. Ça, c'est les premières notes, en général. Et donc, vous avez la possibilité. C'est-à-dire que très souvent, ce qui se passe pour les lycéens ou les lycéennes, c'est que, enfin, pour ce que je m'en rappelle, on a un peu le sentiment quand même que le choix qui est devant vous, c'est le choix de votre vie. Et alors, si vous vous trompez, tout est foutu. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que vous allez faire un choix, et après, vous allez faire en sorte que ce soit une bonne décision. En fait, une décision, elle est bonne si on en fait une bonne décision. Après, de toute façon, à un moment donné, il faut le jeter à l'eau. Vous ne pouvez pas savoir, a priori, vous ne pouvez pas être sûr, certain, ça va se passer. Il faut se lancer. Et puis apprendre. Et donc, il faut avoir en tête que la faculté, elle accompagne les étudiants là-dessus, et les étudiantes. Le temps de la faculté où les étudiantes et les étudiants étaient complètement livrés à eux-mêmes, ce temps-là, il est révolu. C'est vraiment quelque chose qu'on rencontre beaucoup quand on va dans les salons étudiants, l'idée que le lycée, on est encadré, mais à la fac, on est livré à soi-même. Bon, alors, on a de la liberté à la fac, c'est vrai. C'est vrai qu'à la fac, le prof ne va pas venir derrière l'étudiant en disant « Ah, il n'a pas fait des devoirs ». Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, bon, vous êtes adulte, voilà, c'est aussi l'autonomie. C'est une des grandes compétences qu'enseigne la fac, c'est l'autonomie. En revanche, n'importe quel étudiant qui a un problème et qui se signale sera pris en charge. Ça, c'est clair, c'est net. Il y a des directrices des études, des responsables d'année, des directions de département, des vice-doyens, des doyens. C'est-à-dire que vous avez une structure qui est là pour que lorsqu'un étudiant envoie un message ou se signale à la fin d'un cours en disant moi, en fait, je suis un peu perdu, pour que la personne soit prise. Et je ne parle même pas des associations étudiantes avec les parrainages, etc., qui vous prendront plein de choses que l'on ne peut pas vous apprendre. Donc vous voyez, il y a vraiment, il faut aussi l'avoir en tête, et je le dis parce que vraiment on rencontre beaucoup dans les salons, c'est le mythe de la faculté où on arrive dans un amphi et débrouille-toi. Ça, c'était avant. Il n'y a qu'à pas venir aussi. Et puis il n'y a qu'à pas venir, surtout, j'aurais tendance à dire. Alors, je passe sur les passerelles. Alors, ensuite, bon, très bien, vous avez validé vos 6 semestres. Hein, je dis, il y a 2 semestres par année. Vous avez votre licence, super, très bien, vous êtes content, vous allez faire une fête. Super. Bon. Une fois qu'on a une licence, qu'est-ce qu'on en fait? C'est tout à fait possible de passer des concours après une licence. C'est tout à fait possible d'accéder à des emplois juridiques après une licence. C'est-à-dire que vous disposez déjà d'un bagage juridique relativement important qui vous permet de vous mettre le pied à l'étrier. Évidemment, ça supposera avant, peut-être, d'avoir fait un stage, d'avoir fait un petit peu de réseau à travers ce stage, d'avoir rencontré les gens, bref, d'avoir essayé un peu de construire son parcours. Donc la sortie après la licence, pas de problème, ça se fait. Après, c'est vrai que très souvent, et on ne va pas se mentir, l'idée c'est souvent d'aller en master. Et l'idée c'est souvent d'aller en master, et une fois que vous avez votre licence, et bien, rebelote, il y a une sélection à rentrer en master.
Alors, sur les masters, je vais la diapo directement, ce qu'il faut savoir, c'est que les masters à la faculté sont quasiment tous ouverts à l'alternance. Ça, c'est quelque chose qui est récent, ça doit avoir 2-3 ans à peu près. C'est-à-dire que vous arrivez en Master 1 et vous allez donc, spécialiser, c'est-à-dire que vous avez déjà une idée un peu plus précise de ce que vous voulez faire. Il est absolument clair qu'arriver à la licence, il vaut mieux quand même avoir l'idée de ce qu'on veut faire. En M1, en première année, on peut douter, en deuxième année, il faut quand même se poser la question, troisième année, il faut le savoir. Et pour savoir quoi? Pour savoir quel master je vise. Je m'intéresse au droit de l'environnement, je vais candidater au master dans le droit de l'environnement. Je m'intéresse au droit de la mer, je vais candidater dans un master de droit de la mer. J'aime bien les services publics, je vais faire un master de droit public. J'aime bien tout ce qui concerne l'activité immobilière, parce que l'immobilier c'est intéressant, le master dans le droit des activités immobilières. Vous allez candidater sur une plateforme qui s'appelle Trouver mon master, qui va ensuite, c'est au niveau national, une candidature nationale, et vous allez candidater les masters. Ces masters, en général, nous, pour ce qui concerne nos capacités, la règle générale, c'est 20 personnes par master. Le 20 personnes par master, on se retrouve, il y a vraiment une vraie bascule. La licence et le master, c'est vraiment un changement. C'est pour ça que quand je parlais de la durée, il ne faut pas imaginer 5 ans, monolithique. Il y a 3 ans, c'est la licence, c'est vraiment un objectif précis, et le master, c'est différent. Et au moment des masters, ce qui va se passer, vous allez vous spécialiser, et pour beaucoup, ils sont ouverts à l'alternance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir en fait travailler dans le domaine dans lequel vous voulez vous spécialiser, dans une structure qui va vous accueillir. Comme ça, si vous voulez devenir avocat, vous pouvez aussi vous inscrire à l'IEJ. Je vais peut-être te laisser présenter cet aspect. Alors l'IEJ, c'est l'Institut d'études judiciaires, c'est en fait des heures qui se déroulent à la fac, qui vous permettent de préparer, à l'initiale, à l'origine, ce sont des instituts qui sont rattachés dans plusieurs facs en France, il n'y a pas que à Brest, qui permettent de préparer à certains concours du milieu de la justice judiciaire, mais à Brest, et comme dans beaucoup d'instituts d'études judiciaires, on se concentre essentiellement, quasiment exclusivement même, sur la préparation de l'examen d'entrée à l'école des avocats. Si vous êtes avocat, vous découvrirez que il faut un examen d'entrée à l'école des avocats. Une fois que vous êtes rentré à l'école d'avocat, il y a 18 mois de formation et vous avez un examen de sortie pour après devenir avocat. Mais il y a un examen d'entrée c'est un examen qui est passé à l'IEJ à Brest, qui est centre d'examen, et donc vous avez la possibilité de suivre une préparation pendant les mois qui précèdent l'examen. L'examen a lieu tous les ans au mois de septembre. De janvier à juin-juillet, vous avez des heures qui vous préparent à cet examen. Et qui peut être fait en complément, justement, quand vous êtes en Master 2. Dans certains Master 2, vous avez une option IEJ donc, qui vous permet justement plus de préparer ça en même temps que votre Master 2. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui envisagent effectivement ces examens. Alors à titre indicatif, dans cette slide, vous avez mis les masters de droit qui sont ouverts à la faculté de Brest. Comme vous voyez, vous allez avoir des masters assez généralistes, par exemple le master de droit public approfondi, celui que je dirige, qui va ventiler sur toutes les professions en fait, du droit public. Et on va travailler par exemple, on a des partenariats avec la Brest Métropole, avec le département, avec les préfectures, avec l'Ifremer, je l'ai dit, la marine, l'hôpital, on va toutes les structures publiques. Et c'est intéressant parce que derrière cette question de droit public, il y a toujours une question d'intérêt général. Ensuite, vous avez le master en droit privé fondamental. C'est pareil, c'est un master généraliste en droit privé. Je te laisse peut-être un peu plus en parler. C'est toi qui aimes le droit privé. C'est le pendant du droit public, c'est un master qui reste assez généraliste, qui n'est pas aussi spécialisé par rapport à l'autre. Donc vous allez approfondir en fait des matières que vous avez déjà vues sur le cycle de la licence. Typiquement, du droit des contrats, vous allez faire du droit des contrats spéciaux, encore plus approfondis, en appliquant le droit des contrats à certains domaines. Vous allez faire des cours, par exemple, appliqués, vous avez vu le droit de la famille en première année, vous avez vu un petit peu le mariage, le Pacs, le divorce, des choses un petit peu classiques. Arrivé en master, vous allez pousser sur des règles plus techniques. En fait, par exemple, vous allez étudier les régimes matrimoniaux, donc ce sont les règles qui vont permettre la gestion du patrimoine entre les époux. On est sur des questions plus techniques, mais tout en restant quand même assez généraliste, et ça vous permet
d'aller vers tout un tas de métiers, de professions, alors que ce soit évidemment des concours ou des examens, mais aussi des professions de juristes en droit privé plus général. Alors, d'autres masters, donc, par exemple, droit du patrimoine et des activités immobilières, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui concerne l'immobilier, la construction, la location, la vente. Ensuite, le droit des personnes vulnérables, là, c'est plutôt les métiers de la protection de l'enfance, des majeurs sous tutelle, etc. Justice, procédure, son nom l'indique, hein, c'est pour accéder à la magistrature. Et puis, droit des activités maritimes, c'est tout simplement droit de la mer. Alors, pourquoi droit des activités maritimes? Parce que le droit de la mer en soi, peut-être vous pourriez penser, enfin moi en tout cas c'est ce que je pensais initialement, ce qui concerne l'environnement, la mer, les poissons, en fait c'est surtout les bateaux, les contrats de tous les bateaux qui se baladent, les porte-containers, s'il y a un container qui tombe à l'eau, qu'est-ce qui se passe au niveau assurantiel, c'est quoi les règles en cas d'accident, vous voyez tout ça, les pollutions, alors c'est aussi des pollutions, mais ce n'est pas que ça. Alors bon, une fois qu'on a fait cette présentation comment dire, des masters et tout le cursus. Bon, la grande question qu'on se pose, c'est les étudiants, est-ce que c'est fait pour enfin, les étudiants en droit, est-ce que c'est pour moi? Bon, je vais vous raconter une anecdote. Avant, je n'osais pas la raconter, maintenant, j'assume pleinement cette anecdote. Quand j'étais en terminale, à l'époque, il y avait une fiche, j'imagine comme ça, je vais faire ses vœux, il n'y avait pas Parcoursup à l'époque, et j'avais mis fac de droit, faculté de droit. Pour des raisons assez floues. Et je me rappelle de mon prof principal, prof d'anglais, sans doute très informé en droit d'ailleurs, qui m'avait dit surtout Mickaël, ne fais pas de droit. Il fut bien inspiré. Alors pourquoi je raconte cette anecdote? Parce que personne, et pas même moi, ou aucun prof de droit, ou d'anglais, ou qui vous voulez, ne peut dire, a priori, qui va réussir en droit. Pourquoi? Parce que pour beaucoup d'entre vous, hormis des options, mais j'ai du mal à me fonder là-dessus, en fait, vous n'en avez jamais vraiment fait. Donc, vous ne pouvez pas faire comme ça. Vous voyez, les maths, moi, c'était assez clair que les maths, c'était la même. C'était très net. On sait, ça se défendait. Donc, je pense que sur cet aspect-là, bon, il faut essayer. Il faut essayer. La grande question, c'est est-ce qu'on aime ça? Et ça, c'est très difficile de le savoir à l'avance. Et c'est là que c'est dur, en fait. Hein, je sais très bien que c'est là que c'est dur. C'est parce que, en fait, comment on peut savoir qu'on aime quelque chose qu'on n'a pas encore fait? Et c'est bien ça que c'est toute la pression que vous recevez en ce moment. Bon, le droit, de mon point de vue, en fait, c'est les règles du jeu de société. Vous prenez un jeu de société, la première chose que vous faites, vous apprenez les règles. Et en fait, quand vous connaissez les règles, vous pouvez jouer. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, quand vous apprenez les règles d'un jeu de société, c'est pas très intéressant au moment où on ne le pratique pas. On ne comprend pas. On apprend quelques règles, et puis souvent, il y en a qui disent, bon, écoute, on va se lancer, tu comprendras quand on sera. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on apprend les règles du jeu de société. Et c'est super intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que nous vivons en société, et donc, pour pouvoir vivre en société, il y a des règles sur la liberté, sur le commerce, sur l'intérêt général. Et le droit, c'est ce qui permet, en gros, que ça fonctionne. Alors, pas toujours bien d'ailleurs, on n'arrête pas de débattre, il faut toujours changer le droit, évidemment. Il faut tout changer tout le temps. Mais en fait, c'est ça qui permet que les choses se passent bien. De toute façon, je le répète, enfin, vraiment, vous ne trouverez aucun secteur de la vie humaine qui soit régi par le droit. En fait, du droit, vous en faites depuis que vous êtes né, mais vous ne le savez pas. Vous en faites jusqu'à votre mort et même après. Parce que le droit s'appliquera toujours. Donc, il faut savoir si cette question d'apprendre des règles, d'essayer de comprendre comment fonctionne la société, ça doit être un nom. Ça, c'est plutôt les littéraires, le côté un peu
Sciences Po, intérêt général. C'est ceux qui sont plutôt bons en français histoire, c'était mon cas. Et puis, il y a d'un autre côté le fait que le droit, c'est un peu carré, quand même. C'est-à-dire que ça doit s'appliquer, c'est logique, c'est scientifique, c'est un raisonnement juridique, et ça, c'est plutôt les matheux. Et donc, en gros, on se retrouve dans les premières années avec des gens qui sont plutôt tendance français, histoire, ça m'intéresse, les règles, etc. Puis on se retrouve avec des matheux. Alors moi j'aime bien, c'est comprendre la solution, le cas pratique, arriver au raisonnement. Et le raisonnement, c'est cadre. J'aime bien quand c'est droit. Et ça, encore une fois, c'est en y allant. Et souvent ce qui se passe, c'est que vous prenez l'amphi de première année de droit, vous vous dites qui veut faire avocat. Vous avez la moitié de l'amphi, un tiers de l'amphi, un tiers de l'amphi qui lève la main et qui dit moi. Qui veut faire juge, vous avez une vingtaine de personnes à peu près qui veulent faire juge, qui veut faire notaire. On a des notaires dès la première année, on gagne beaucoup d'argent. Et donc, tout le monde, et puis il y a ceux qui ne savent pas vraiment. Ceux qui ne savent pas vraiment, en fait, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont persuadés qu'ils vont devenir avocats, en fait, souvent, ils vont faire autre chose, parce qu'ils auront découvert au fil de la cour, ah ouais, mais en fait, le droit, de l'environnement, je trouve ça intéressant. Ou alors, pas du tout, vous voyez, un prof, une prof, et ça va se faire comme ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est est-ce qu'on aime ça? C'est un gros débat, parce que franchement, ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il va falloir quand même bien bosser. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas ça, c'est douloureux. Même en aimant ça, ça peut être douloureux, mais en aimant ça, enfin, il faut aimer. Ensuite, sur la masse de travail, bon, on va pas se mentir, il faut travailler. Il faut travailler, alors, moi j'ai toujours considéré que ça doit tenir en une semaine. C'est-à-dire que moi, par exemple, je travaillais à côté. Donc, il fallait être organisé. Mais je ne travaillais jamais les cours le week-end. Jamais. J'ai toujours fonctionné. Je n'ai jamais réussi à bosser le week-end. Le week-end, c'était la famille, les amis, et puis le travail à l'époque. Moi, je considérais qu'on arrivait à 8h à la BU qui est juste à côté. Et puis, on finissait à 18h30. Et si on avait cours, on allait en cours. Si on n'avait pas cours, on allait à la BU. Alors, qu'est-ce qu'on faisait à la BU? On sait qu'il faut bosser à la BU. Alors, j'étais tout à l'heure à la BU, on voit les étudiants qui sont à la BU. Alors, certains ils font le café, c'est un peu la machine à café. Mais ils savent qu'ils culpabilisent le soir. Ils savent qu'ils n'auraient pas dû rester à la machine à café. Et donc, c'est important de se créer une routine. Si tous les matins vous vous réveillez en disant moi j'y vais pas, en fait, ça ne marchera pas. Et puis, un point à mon avis très important, et ça c'est comme autre chose, c'est l'entourage. Avec qui? Et c'est pour ça qu'il faut aller à la bibliothèque. Pour une raison assez simple, c'est que si vous allez à la bibliothèque, vous allez croiser les gens qui vont à la bibliothèque. Et pas qu'au café. Et pas qu'au café. Voilà. Passer par la machine à café, très bien, mais il faut monter au premier étage. Au endroit, ça chauffe. Et ça, c'est important de bien se dire que est-ce que c'est fait pour moi? C'est j'aime, et si j'aime, bon, il faut bosser. Je ne crois pas au talent, je ne crois pas au génie, je crois à ça, je crois au boulot. Moi, personnellement, je ne m'estime pas du tout plus intelligent que qui que ce soit dans la salle. Ça, c'est certain. Vraiment certain. Pour autant, je suis un peu déterminé quand j'ai envie d'un truc. Et donc, au début, le droit m'intéressait vaguement, et après, sérieusement. Et comme j'aimais ça, je n'avais pas l'impression que c'était du travail. Et je reviens à la durée des études, c'est que quand on aime ce qu'on fait, c'est beaucoup moins long de le faire. Et encore maintenant, j'ai la chance de ne pas avoir le sentiment de travailler, alors que je peux vous assurer que je passe du temps devant des textes. Donc voilà un peu pour cet aspect-là. Je ne sais pas si j'étais complet, s'il y a des choses à rajouter. Oui, mais en fait, moi en plus, juste pour prolonger un peu ça, c'est-à-dire que vous allez avoir des choses qui vont vous plaire, d'autres qui vont vous plaire, et ça,
quelques années, hein. C'est-à-dire que même si vous continuez en master et que vous choisissez un master spécialisé, toutes les matières ne vous brancheront peut-être pas dans un master spécialisé. Mais quand vous aimez effectivement globalement le droit, la science du droit, qui est quand même passionnant, parce que c'est vrai, ça permet vraiment de comprendre le fonctionnement de la société, je trouve que voilà, ça vous ouvre des perspectives assez incroyables. Par contre, moi, ce que je dis toujours aux étudiants en première année, ça rejoint juste ce que je disais sur les passerelles, c'est que même si vous vous rendez compte, parce que vous allez essayer, et peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est pas pour vous, que ça ne vous plaît pas suffisamment en tout cas pour avoir envie de continuer des études de droit, c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est pas grave, vous allez faire autre chose, votre vie est fichue pour autant, c'est parce qu'on ne fait pas du droit que la vie est fichue. Par contre, vous n'aurez pas perdu votre temps. Moi, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, j'ai envie du droit, comme il y en a partout. Vous en ferez partout. Si vous êtes locataire, vous avez, alors moi je prends des exemples plus de droit privé, évidemment, je suis privatiste, mais vous passez un contrat de bail parce que vous êtes locataire d'un appartement, d'un petit studio, c'est du droit. Vous travaillez, vous avez un contrat de travail, c'est du droit. Vous vous mariez, c'est du droit. Vous paxez, c'est du droit. Vous êtes même en concubinage, il y a aussi des règles quand même qui s'appliquent. Donc au quotidien, tout au long de votre vie, vous aurez en fait affaire au droit, et peut-être que d'avoir juste suivi quelques semaines, quelques mois même d'enseignement à la faculté de droit, vous serez un petit peu sensibilisé à certaines notions, vous aurez déjà un petit peu découvert un petit peu rien que du vocabulaire, parce que forcément la terminologie, on a l'impression que c'est un charabia, mais en fait dans toute discipline, dans cette médecine, vous allez avoir évidemment un vocabulaire bien spécifique. En droit c'est pareil, peut-être que vous aurez appris quelques petites choses qui vous serviront dans votre vie après pour la suite en fait. Donc c'est pas du temps perdu dans tous les cas. C'est mon sentiment en tout cas. Peut-être juste un point alors, sur comment réussir parce que le gros point majeur, c'est la transition entre le lycée et la faculté. Bon, c'est clair que le changement majeur, c'est que si vous ne voulez pas travailler, personne ne viendra vous chercher. Ça, c'est clair. En revanche, si vous voulez travailler, vous trouverez des gens pour vous aider. Et donc, c'est vrai que moi, je ne vais jamais voir un étudiant en disant « Mais attends, ce que tu as fait, ton commentaire d'arrêt, ton cas pratique… » Bon, en fait, je considère que je n'ai pas à convaincre les gens qu'il est utile de travailler dans la filière qu'ils ont choisie. Parce que vous êtes adulte. En fait, quelque part, c'est faire ses choix. Donc, c'est important de bien élaborer sa méthode, de se chercher aussi. Par exemple, il y en a qui bossent mieux le matin, d'autres le soir, d'autres seuls, d'autres… Ça, il n'y a pas de règle, en fait. Les gens, vraiment, ils vont… Chacun, en fait, aussi trouve sa manière de… C'est ça, l'autonomie aussi, c'est de trouver la manière dont soit on a besoin de bosser. Là, ils ont besoin que ce soit hyper régulier, d'autres non. Après tout, c'est à la ligne d'arrivée qu'on compte qui est arrivé. Après… Sprint final ou pas. Sprint final ou pas. Donc, ça, c'est vraiment travailler l'autonomie, se trouver d'une certaine manière. Alors, juste pour avoir un exemple, ça, c'est la semaine de cours en L1-3. Donc, voilà, vous voyez ici, donc, le lundi, il est là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, par exemple, le lundi, il est bien chargé. Alors, en parcours général. Oui, oui. Ça, c'est le parcours général. Vous n'avez pas mis une carrière personnelle, sinon tout sera en couleur. Ça, par exemple, c'est le mardi. Voilà, typiquement, l'erreur à ne pas commettre, c'est le mardi midi, terminé, c'est de se dire « Ah, j'ai plus rien ». Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. C'est là qu'on va à la bibliothèque. Pareil ici, au milieu. En fait, l'enjeu, le plus important, c'est comment on occupe ça. Ça, c'est la clé, là. Là, il y a tout ce qui se passe à la faculté. Vous voyez ? Et donc, voilà, ça c'est un point important. Après, bon, j'ai tendance à considérer aussi que c'est important de se dire que ces années-là sont des années très importantes. Il se passe plein de choses. Si on prend licence master, on a entre 18 et 23 ans. Bon, c'est des années qui sont importantes parce que c'est vrai que c'est là qu'on va se trouver, il va se passer plein de choses, on va se faire plein d'expériences. Ce qui est difficile, c'est que c'est vrai qu'on met c'est clair, on met la pression, c'est ce que tu veux faire, je sais pas. Voilà, on ne sait pas à moitié qui on est. Donc, c'est compliqué. Mais justement, d'une certaine manière, la faculté, ça offre une période où à la fois on peut avancer en termes de formation,
expérimentée, et la vie étudiante est une vie agréable, disent les étudiantes et les étudiants, dont je suis, dont j'étais. Donc, c'est une vie qui est à la fois beaucoup de travail, beaucoup de rencontres, beaucoup d'hésitation, beaucoup de joie aussi quand ça marche. Donc, c'est une vie qui est très riche. Donc, c'est vrai que c'est un aspect, à mon avis, important, avec des rencontres, le premier bouquin qu'on va acheter soi-même à Dialogue, et que de droit, et qu'on va se dire, bah, tiens, en fait, parce qu'une prof aura dit, bah, tel bouquin il est intéressant à aller l'acheter, vous allez dire, oh, c'est bien, ou alors, non, ça ne m'intéresse pas du tout. En fait, vous vous serez fait votre idée. En fait, à la limite, que vous n'aimiez pas le bouquin, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez un avis dessus. Pour vous dire, non, en fait, c'est celui d'à côté qui m'intéresse. Donc voilà un peu pour la présentation générale. Alors, peut-être le dernier point sur le comment candidater. C'est la fin, on finit par la fin, mais je laisse peut-être. Je pense que vous allez être acclimaté déjà peut-être même sans doute pour ceux qui sont en terminale sur Parcoursup, mais en tout cas c'est via la plateforme Parcoursup que vous allez candidater, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez candidater pour les 3 parcours. C'est pas un seul parcours qui est sur Parcoursup et ensuite, une fois à la fac de droit, vous choisissez parcours général ou parcours international ou autre. Vous allez du coup taper droit Brest, effectivement, dans la barre de recherche du Parcoursup, et les différents parcours vous seront proposés à ce moment-là. Donc voilà, c'est par Parcoursup que ça se passe. Après, les dates de calendrier, c'est à partir là, ça va être à partir de 17 janvier. Voilà, 17 janvier, puisque je suis 1er mars, le 14, c'est à peu près 2 mois, c'est ça, pour candidater. Donc, sur Parcoursup, donc le calendrier, de toute façon, vous pouvez le trouver sur les sites officiels. Vous avez tous les calendriers avec les dates à ne pas manquer, évidemment, pour Parcoursup. Et puis, par contre, la licence parcours marché de l'art qui est à Quimper, tapez droit Quimper, plutôt dans le doute, au cas où vous ne la trouviez pas en tapant droit. Là, j'ai jamais fait le test, mais peut-être qu'elle sort quand même, comme c'est rattaché à l'UBO, mais j'ai un petit doute. Donc, droit Brest ou droit Quimper, vous obtenez de toute façon les différents parcours. Donc on vous remercie pour ces présentations. Donc moi j'ai plein de petites questions, mais j'imagine que vous avez aussi des questions dans la salle. On va peut-être commencer par vos questions et puis on complétera si nécessaire. Est-ce que vous avez des questions? Alors si vous avez des questions, je vous invite juste à parler dans les micros. Alors, moi, s'il n'y a pas de questions tout de suite, est-ce qu'on a des questions sur le chat? Non. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais vous poser une petite question qui revient souvent dans les présentations comme ça. C'est est-ce que la lettre de motivation sur Parcoursup, elle est lue? Alors, la lettre de motivation, elle va être prise pour les demandes spécifiques, notamment pour les parcours, par exemple, la licence Accès Santé, la licence LAS, il y a des parcours spécifiques, ou alors les parcours, justement, parcours, donc le marché de l'art, les parcours en carrière internationale qui sont sélectifs, oui. Pour les parcours, le parcours de la licence parcours général, dans la mesure où la capacité est suffisante à l'UBO en général pour accueillir toutes les demandes, il n'y a pas particulièrement un reste, en tout cas de lecture des lettres de motivation. Mais par contre, elle est importante, elle est importante vraiment sur. Ah oui, elle est à faire et elle est importante sur les parcours en fait bien spécifiques surtout. En fait, le truc, c'est que si le dossier est ouvert et que c'est n'importe quoi. Ah bah oui. Donc non, enfin, il ne faut pas jouer. Faites-le. Oui, non, mais je suis pas en train. Non, il faut quand même être clair. Il faut faire une lettre de motivation. Ah ben j'ai pas dit qu'il fallait pas la faire. Elle est obligatoire de toute façon dans le dossier. Simplement, il faut être clair, pour le parcours général, on regardera si l'ensemble des pièces est bien présent et que ce n'est pas effectivement un jeu d'un copier-coller fait partout, récupéré sur Internet qui a été fait. Mais c'est pas ça. C'est en cas de difficulté à trancher sur un dossier qu'on ira vraiment examiner, approfondir la lettre. Mais c'est important.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que le droit, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait lorsqu'on était au lycée, ou très rarement, surtout si on n'a pas eu d'activité, par exemple, bénévole à côté. Néanmoins, est-ce qu'il y a des spécialités qui sont plus recommandées que d'autres pour pouvoir... Ou alors, est-ce que... enfin, je vous poserai une autre question. Une spécialité? Des spécialités qu'on prend au lycée. Je pense par exemple à économie, SES. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les matheux, enfin on va dire les scientifiques vont avoir certaines qualités qu'ils vont faire valoir, qu'ils vont déployer dans les études de droit. Et ceux qui sont plutôt éco, littéraires, etc., ça va être d'autres choses qu'ils vont déployer. Et donc en fait le jeu, c'est que les matheux compensent leur côté littéraire, enfin, et les littéraires doivent compenser le côté matheux et trouver la logique. Donc, pour moi, il n'y a pas un profil type. Vraiment, le profil de l'étudiant en droit, c'est celui qui aime ça et qui bosse. C'est ça le profil type. Et vous disiez que pour les parcours spécifiques, droit histoire de l'art ou droit international, la lettre de motivation est très importante et la motivation en tant que telle est très importante. Sur quels critères de motivation est-ce que vous vous appuyez? Je pense, est-ce que si un étudiant, par exemple, a vécu à l'étranger ou a des expériences particulières, est-ce que vous y prêtez attention? Alors, moi, je ne fais pas partie de c'est la responsable, par exemple, pour le parcours carrière internationale. Il y a évidemment les langues, le nombre de langues qui est examiné, les expériences à l'étranger qui vont certainement être prises en compte. Mais elle pourrait mieux vous répondre, effectivement, mais c'est évident que tout ce qui va venir corroborer finalement et se montrer en cohérence avec, la demande, en fait, et là, donc, typiquement pour un parcours carrière internationale, va être un plus pour la candidature. Mais les critères qui sont demandés, c'est en priorité évidemment le niveau des langues, éventuellement des examens qui ont pu être passés, évidemment aussi en plus, type TOEIC, etc., des stages, des expériences à l'étranger, et c'est à valoriser évidemment tout ça si la personne peut-être a vécu quelques années à l'étranger, même avec sa famille. Tout ça, la pratique, le niveau de la pratique des langues va être évidemment examiné avec attention. Donc à valoriser. Et je pense peut-être qu'on peut rajouter aussi, si certains sont intéressés par droit et marché de l'art et qu'ils ont pu discuter avec des professionnels, des commissaires-priseurs ou des gens dans la culture qui exercent des fonctions liées au droit et au marché de l'art, ou pareil en commerce international, le fait, sans forcément avoir fait un stage, mais le fait d'avoir rencontré des gens, c'est des choses qui peuvent être mentionnées dans Parcoursup. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tout ça, ça peut être des plus, de toute façon, qui montre en fait que c'est un projet qui a été réfléchi, qui se construit petit à petit, qui suit toute une petite logique avec une cohérence finalement et qui conduit le candidat, enfin l'étudiant, le lycéen, à candidater sur ce type de formation. Oui, monsieur, vous avez une question? Tout à l'heure, vous disiez en fait qu'ils étaient à peu près 400 en première année, 300. Ouais. Ma question, enfin je ne sais pas, c'était ce que j'ai compris. En licence, on est sur quelle échelle en fait, combien d'étudiants valident leur licence? Et ensuite, de cette licence, combien finalement arrivent en master après, quoi? Alors, merci de poser la question. En fait, le problème de ces chiffres, c'est un chiffre qui dit je crois qu'aux chiffres que j'ai truqué moi-même. C'est que si je vous dis il y a plus de la moitié de la première année qui ne valide pas sa première année, d'accord, 1 sur 2, au revoir. Mais en fait, c'est pas le bon chiffre. Parce que vous prenez ceux qui se sont inscrits, parce qu'en fait, on calcule par rapport à des gens qui se sont inscrits. Mais il y a des tas de gens, il y a des gens qui ne se présentent pas à l'examen, qui ne vont pas jusqu'à la fin du premier semestre, ou même jusqu'à la fin du deuxième semestre. Donc il y a ceux déjà qui ne se présentent pas. Il y a ceux qui se présentent et qui, dès qu'ils peuvent sortir de l'amphi, le veulent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte
que le droit c'était pas pour eux. Bon, après tout, voilà, on est inscrit dans l'année, l'année se passe bien, vous voulez l'association étudiant, on va continuer comme ça, et puis ça sera dans une fac l'année prochaine. Donc il y a ça, il y a des étudiants qui viennent jusqu'au bout, qui ont un peu bossé, et la vraie stat qu'il faudrait avoir, et que je ne peux pas produire, c'est sur combien d'étudiants qui ont travaillé honnêtement, combien on a été. Et ça, on peut pas l'avoir. Parce que je peux vous donner le chiffre, je crois à peu près, hein, c'est que la moitié des étudiants de L1 ne passeront pas en deuxième année. Enfin, en tout cas, pour doubler, certains d'entre eux, ils vont passer à la moitié. L'année d'après, on ne doit pas être loin de pareil, c'est-à-dire un côté divisé par deux encore. Donc c'est sûr, la première année divisée par deux, deuxième année divisée par deux. En plus, on est pire qu'en médecine, c'est-à-dire qu'au moins en médecine, ils font tout d'un coup. Nous, c'est sur 2 ans. Mais c'est pas le bon chiffre. Et donc, ensuite, pour ce qui concerne les masters, pareil, la donnée est complexe parce que il y a plus au niveau national. Il y a plus de places en master au niveau national que d'étudiants en master. Alors, vous allez, mais comment se fait-il qu'on a entendu qu'il y a des étudiants qui n'avaient pas de master? Ben, un étudiant qui a une moyenne de 11 et qui va candidater dans les 3 masters parisiens hyper spécialisés, ben, évidemment qu'il n'aura pas de master. C'est-à-dire que aujourd'hui, un étudiant de licence, sur trouver mon master, peut candidater à 15 masters. 15 au niveau national. C'est sûr, vous prenez, il y a un master en droit du nucléaire. Bon, si vous candidatez dans le master de droit du nucléaire et de droit spatial, où vous avez 5000 demandes sur le master, il vaut mieux être plus proche du 15 que du 10,5. Et si l'étudiant n'a demandé que ça, il va se retrouver sur le 40. Donc moi, et ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut faire une stratégie de candidature intelligente. Si vous voulez faire du droit du nucléaire, très bien, pas de problème, ça pourra sans doute servir dans quelques années. Mais il y a les masters, il y a déjà une partition Paris-Province, clair, et puis après, en province, il y a grande ville, grande ville, petite ville, master spécialisé, master généraliste. Donc, un étudiant qui fait une stratégie, on va dire, à peu près cohérente de candidature pour un master. Nous, les masters à la faculté sont complets, mais les étudiants de l'UBO ont trouvé des masters. Ils ont trouvé. On a une bonne licence de droit. Je le dis sans. On a une bonne licence de droit. On envoie des étudiants partout en France. Et à la question, est-ce que. C'est quoi la question d'après? Je veux faire un master, je sais pas moi, Paris-Saint-Denis. Tout ce que j'ai par intérêt à faire ma licence à Paris-Saint-Denis. Bon, là c'est pareil, on va avoir un discours honnête. À dossier égal, on est filmé, c'est le problème, mais à dossier égal, une université aura un regard plus compréhensif sur son local, sur l'étudiant qui vient dans son université. En revanche, moi je fais la section d'histoire, donc je peux lire. À dossier égal, quelqu'un de BO, je vais avoir une attention. Très bien. En revanche, quelqu'un de je ne sais pas où, qui aurait, je crois, 15 de moyenne et celui du BO qui a 14, ben je ne suis pas non plus. Je vais préférer, du point de vue objectif, c'est notes celui qui a 15, même s'il est ailleurs. Donc, ça peut être une stratégie d'aller ailleurs. Après, le problème, c'est le dimensionnement de la faculté. C'est-à-dire que là, pour le coup, une faculté de type. Les grosses facultés, ben forcément, beaucoup plus nombreux, beaucoup plus gros amphis, etc. Après, c'est des choix, c'est clairement des choix. Donc, sur les stats, pour répondre, je sais que ça répond sans doute pas directement à votre question, mais ça donne quand même des éléments d'appréciation. Et surtout, ne vous fiez pas à la stat de la moitié n'y arrive pas, et l'autre moitié l'année d'après, parce que pour moi, c'est pas de la bonne stat. Je vais vous donner encore un exemple. Un jour, je croise un étudiant dans une espèce de
c'était au centre-Bretagne, bref. Et en fait, la personne faisait une distribution de lait. C'était une vingtaine d'années. Avec ses vaches, vous savez. Bon, et je vois qu'il reste nos regards. Alors moi, je ne suis pas du tout physionomiste, donc je me rappelle jamais je me rappelle peu des études. Je ne retiens pas tout mon fil. En général, quand je vois un étudiant, une personne qui me fixe, je me dis, ah, la personne a du mal en cours. Et en fait, la personne, elle avait été étudiante en droit. Et je me dis, bon, alors, comment ça s'est passé pour vous? C'est vrai que le chemin entre les études de droit et la distribution de l'aide n'était pas évident. Et il s'est dit, bah, écoutez, moi j'ai fait ma première année de droit, je n'ai pas trop aimé, et je me suis rendu compte qu'en fait, le travail de bureau, c'est pas pour moi. En fait, je voulais prévention. Et du coup, je suis devenu éleveur de vaches. Bon, ben, ce type-là, cette personne-là, passe dans la moitié qui ne réussit pas. Mais est-ce qu'elle n'a pas réussi? Pour moi, elle a réussi. Donc, et là, ça passe plus complexe. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est que la faculté de droit, au départ, au démarrage, vous allez avoir l'appropriation de vos études et voir si ça vous plaît ou pas. Si jamais vous vous apercevez que ça ne vous plaît pas, la faculté de droit et les services d'orientation de l'université sont là pour vous aider, pour vous accompagner si toutefois vous devez vous réorienter. C'est-à-dire que même dans ce cas-là, vous n'êtes pas seul. Hein, vous n'êtes pas seul pour suivre vos études de droit, mais vous n'êtes pas seul non plus si vous avez besoin si vous décidez de faire autre chose. Le tout, c'est là encore, d'aller poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Ne pas hésiter à aller poser les questions. Alors, justement, on peut revenir peut-être un petit peu sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le démarrage des cours en première année. Comment est-ce que cela se passe? Est-ce qu'il y a des cours spécifiques pour apprendre un petit peu à prendre ses notes? Ou alors est-ce qu'on s'appuie sur la méthodologie qui a été acquise au lycée, les cours de méthodologie qui ont été donnés au lycée? Est-ce qu'il y a du tutorat? Est-ce qu'il y a des aides spécifiques? Alors, il n'y a pas de cours particulier sur la prise de notes. Je disais prise de notes ou méthodologie de travail. Alors, la méthodologie est appliquée en fait à la discipline juridique. Donc, ça va être de la méthodologie, des exercices qui vous seront demandés au fur et à mesure de vos années. Vous n'allez pas découvrir tous les types d'exercices qui vous seront soumis d'emblée dès les premières semaines. Ça va se faire de manière progressive. Et il y a de la méthodologie là-dessus. Il y a aussi de l'aide aussi pour tout ce qui est recherche documentaire. Parce que c'est vrai que vous plongez aussi dans... alors vous avez un MNT, un espace numérique de travail, sur lequel maintenant vous avez accès à beaucoup de ressources numériques. Il n'y a plus forcément besoin de photocopier les manuels à la bibliothèque universitaire. Vous avez accès à beaucoup de choses en vous connectant à votre MNT, que ce soit des ouvrages entiers ou des revues. Vous allez avoir accès à des articles. Et tout ça, c'est pas forcément évident au départ de se familiariser justement avec les différents moteurs de recherche, la manière de chercher la ressource qu'on souhaite trouver à partir d'un thème, d'un exposé à faire sur telle question, où on nous demande de chercher une décision de justice, etc. Là, il y a des cours aussi pour vous aider à mieux prendre en main ces différents outils. Donc ça, il y a un accompagnement. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires à ce qui vient d'être dit? Alors, n'hésitez pas. Il y a un point qu'on a moins abordé, c'est la vie étudiante en tant que telle. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que quand on fait ses études de droit, il est possible de travailler à côté? Parce qu'on a bien compris on a vu tout à l'heure sur les emplois du temps qu'il était nécessaire de s'approprier le temps libre pour travailler ses cours. Est-ce que malgré tout, en faisant ses études de droit, on a la possibilité de travailler à côté? Oui, moi c'était le cas. J'ai travaillé jusqu'au doctorat. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment une question d'organisation. C'est la clé, en fait, c'est l'organisation. Et aussi, j'aimerais bien se connaître en termes de méthode. Il y a des personnes, elles ont besoin de se faire des fiches avec des petits tirets.
avec des stabilos, des couleurs, et d'apprendre par cœur. Elles ont besoin de ça. Si on a besoin de ça, c'est ce qu'il faut faire. Moi, quand j'ai essayé de faire ça, ça n'a jamais marché. Je n'ai jamais réussi à apprendre comme ça. J'ai appris autrement. Et ça servait à rien que je me rendais. Alors je voyais les autres faire, et ben, je suis complètement à côté de la plaque. Non, en fait, ça marchait, moi, ça marchait d'une autre manière. Donc ça servait à rien que je passe 3 heures à faire un truc que je n'arrivais pas à faire, alors qu'en 1 heure, je le faisais avec ma méthode. Donc c'est important de bien se connaître là-dessus. Et ensuite de pouvoir s'organiser. La question de savoir est-ce qu'on est meilleur à travailler le matin que le soir, c'est une question importante. Moi, je travaille très bien le matin. Mais il y en a, c'est le soir. Il y en a qui travaillaient jusqu'à minuit, 1 heure. Bon, moi, j'ai jamais été capable de faire ça. Mais par contre, je pouvais commencer à 5 heures. Enfin, c'est des méthodes de travail. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que oui, on peut travailler à côté. Les étudiants, parfois, pour ceux qui travaillent, se disent qu'ils sont désavantagés. Bon, c'est clair que, bah oui, c'est sûr qu'on est contraint. Et parfois, le fait de rajouter une contrainte, bah, ça oblige. C'est-à-dire que clairement, un étudiant qui travaille, et je parle pour moi, on sait très bien que, en fait, si on commence à rater une semaine, un exercice, puis le deuxième, en fait, on n'aura pas le temps de rattraper. Et c'est là qu'est le piège, c'est ce piège-là qu'il faut éviter. Donc oui, c'est possible de travailler à côté. Alors on parlait de la vie d'étudiant, et c'est aussi possible de s'amuser à côté. Je tiens à le dire, c'est important. Pour rebondir simplement peut-être sur cette question du travail, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont un job à côté, alors avec un nombre d'heures plus ou moins important, parfois on voit le volume horaire qui est un peu, qui nous semble quand même important, et on a bien conscience que pour des étudiants c'est une nécessité, ils n'ont pas le choix que d'avoir ce contrat à côté. C'est vrai que parfois ça dépasse un certain nombre d'heures par semaine en hésitant, parce qu'en fait il y a la possibilité pour les étudiants de demander un RSE, c'est un régime spécial d'études, c'est-à-dire que pour les étudiants qui travaillent, ils ont la possibilité, alors de plusieurs degrés, j'ai envie de dire, d'aide possible, c'est-à-dire que déjà, première chose, vous pouvez demander, si vous travaillez tous les jours de 17h à 21h dans une grande surface, vous allez demander à être affecté en priorité dans les groupes de travaux dirigés, justement, qui ne sont pas le soir. Donc vous serez prioritaire pour être placé dans les groupes de TD qui sont sur d'autres horaires. Ça peut être une première possibilité. Et puis, il y a des étudiants qui ont un volume horaire important sur un contrat de travail et qui sont parfois demandés à être dispensés de l'assiduité au TD et pour effectuer même les contrôles continus et qui auront simplement leur note partielle de contrôle terminal. Donc, c'est à voir en fonction un petit peu du volume horaire, en fonction parce que du coup vous êtes en 100% contrôle terminal, donc ce qui peut être effectivement aussi difficile parce que vous n'avez pas ce contrôle continu qui peut venir compenser parfois un petit peu, et puis vous ne suivez pas les TD, donc ça veut dire encore plus d'autonomie exigée de votre part. Donc c'est pour ça que ça implique de se connaître aussi, mais vous avez des possibilités qui vous sont offertes, en tout cas, sachez-le, par la faculté. Alors, vous avez parlé des contrôles continus et des partiels. Ce sont des... Alors, contrôle continu, c'est un vocabulaire qui est connu de tous les lycéens. Partiel, beaucoup moins. Est-ce qu'il y a beaucoup de contrôle continu ou est-ce qu'au contraire, c'est comme le dit le présupposé sur la fac, on a très peu de contrôle continu, donc on ne sait pas ce qu'on vaut et on le découvre au moment des partiels? Ouais, je pense que les étudiants ne trouvent pas qu'ils ont trop peu de contrôle continu. Je pense qu'on a plus d'étudiants qui... Ça ne concerne pas toutes les matières, c'est pour ça. Ça ne concerne pas toutes les matières. Dans la structure d'un semestre, vous avez 3 matières fondamentales. Et ces 3 matières sont des matières avec les TD. Et puis, vous avez 3 autres matières qui sont des matières complémentaires qui, elles, n'ont pas de TD. Donc, pour les matières à TD, qui sont celles avec le plus fort coefficient, vous avez minimum, donc par matière, 2 contrôles. Donc, vous faites le calcul, 3 matières, 2 contrôles par matière, ça veut dire 6 contrôles continus sur l'espace d'un semestre. Alors, on appelle ça semestre, en fait, c'est 3 mois et demi. Donc, vous répartissez ça sur le nombre de semaines, et en fait, vous verrez qu'en fait, ils sont continuellement en contrôle. Et ensuite,
Vous avez dit sur le... Non, plus le travail de chaque semaine des TD à faire, en fait, parce que vous avez des TD, et donc un travail à effectuer chaque semaine, qui n'est pas forcément évalué, puisque c'est une préparation de l'interne, des exercices à préparer. Donc la préparation des TD, plus les contrôles continus qui s'ajoutent, c'est vrai que ça fait déjà sur 6 contrôles, il y a des choses. Et le contrôle terminal, c'est sur 15 jours. En fait, c'est toutes les matières qu'on passe en contrôle terminal. Et les matières fondamentales, l'épreuve dure 3 heures en général. Donc ça peut être soit dissertation, cas pratique ou commentaire de décision de justice. Et puis pour les autres complémentaires, ce soit une épreuve, alors en licence, ce sont des épreuves d'1 heure écrites, mais ça peut être aussi dans les années supérieures, ça peut être des autres. Et là, effectivement, sur ces matières, on va découvrir le jour de l'épreuve si on a bien appris la matière. Mais sur ces matières, en général, on sait quand même ce qu'on fait, c'est que c'est souvent des matières où c'est des matières, on va dire, un peu à par cœur, c'est-à-dire il faut apprendre de la donnée. Est-ce qu'il est possible de faire une partie de son cursus à l'étranger? Oui. Comment est-ce que cela se passe? Pas dès la première. Pas dès la première année. En fait, vous avez la possibilité, c'est souvent, en ce qui est du droit, c'est plutôt à partir de la licence 3, vous avez la possibilité de partir notamment avec Erasmus dans certains pays avec lesquels, du coup, l'UDO a des partenariats, en fait, et donc vous allez aller dans une université, ça peut être un semestre, tout simplement, ou l'année entière, tout va dépendre du choix. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est proposé dès la première année, et c'est plutôt à partir de la 3e année que les étudiants peuvent. Et par exemple, si on part, je ne sais pas, un semestre au Canada, est-ce que, en faculté de droit au Canada, est-ce que les cours qu'on aura suivis là-bas ou les examens qu'on aura passés là-bas, est-ce qu'on devra les rattraper ou est-ce que ça compte dans le cursus, dans la L3 par exemple? Ça compte dans votre cursus, en fait, c'est pris en compte dans votre cursus. Alors évidemment, on ne trouve pas symétriquement, c'est en général les étudiants qui partent, du coup, regardent la maquette, les enseignements proposés à l'étranger dans la faculté dans laquelle ils vont être, cherchent les matières qui vont les intéresser, qui vont être en adéquation avec ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils auraient peut-être fait s'ils étaient restés à la fac à Brest. Mais parfois, évidemment, ce n'est pas toujours exactement du jugement, il y a des originalités, des spécificités aussi du droit étranger. Donc, ils vont suivre leur parcours, ça sera repris ensuite quand ils vont revenir à la faculté à Brest, et il y a un système qui permet de reprendre les crédits qui auront été capitalisés là-bas et de valider le semestre sans exiger du tout que l'étudiant repasse les enseignements qu'il n'aura pas suivis s'il était resté évidemment à Brest. Pas de questions particulières. On a des questions sur le chat non plus? Pas de questions. C'est que vous êtes très clair. Alors, peut-être une petite précision. On a parlé de la vie étudiante et des associations tout à l'heure. Il faut savoir qu'au sein de l'université, vous avez tout un tas de services qui vous sont proposés. On l'a vu tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les assos étudiants qui sont des représentations des élus étudiants, mais vous avez par exemple le SUAPS qui est le service de sport de l'université qui vous permet de pratiquer du sport gratuitement. Vous avez un service de santé à l'université. Vous avez bien évidemment ce qu'on appelle le CRUS qui vous permet d'obtenir, sous réserve que vous soyez boursier, des logements spécifiques. Vous avez bien évidemment l'accès à la bourse lorsque vous remplissez un certain nombre de critères. Et puis, je crois que vous avez le service culturel aussi, c'est-à-dire que vous avez tout un tas de spectacles, d'activités de loisirs qui vous sont proposés à des tarifs préférentiels par l'université. Vous vouliez rajouter quelque chose? Je ne sais même pas comment j'ai pu nous en parler. La première année, pour toutes les licences, à la fac de loi, on a mis en place une semaine d'intégration. Et cette semaine d'intégration, alors tous les jours il y a un truc,
Ça peut être, alors d'abord, c'est la présentation, la maquette, les cours. Souvent, on a des conférences de grands témoins, ça peut être des juges à la Cour de cassation, on a le président du Conseil constitutionnel, il y a Édouard Philippe aussi qui est passé, enfin bref. Bon, il y a des personnalités qui viennent. Vous allez avoir aussi des cours de prise de parole. Vous allez avoir aussi des tables rondes avec les anciens étudiants, avec des étudiants qui sont en deuxième année, en troisième année, pour expliquer ce qui s'est passé pour eux, pour qu'ils vous disent que nous, on ne peut pas venir. On a aussi des ateliers. Des ateliers, en fait, alors les ateliers, c'était un peu pour brasser les promos. Alors, les ateliers qu'on a à voir avec le droit, on a fait des cours de yoga, on a fait faculté. Vous voyez, ce genre de choses qui permettent de, tout simplement de faire beau. Donc, c'est vraiment aussi un aspect important, c'est que, en fait, on ne veut pas être, on n'est pas un lycée, mais on veut que ça se passe bien pour vous. Ça, c'est une chose qui est absolument certaine, c'est qu'il n'y a rien qui ne me fasse plus plaisir et qui ne nous fasse plus plaisir que les étudiants qu'on a vus dans les présentations comme ça, et qu'on voit, qui se découvrent, et des gens qui se transforment. Vraiment, moi, j'ai vu, je me rappelle, je prends un exemple parmi mille, je me rappelle d'une étudiante arrivée en première année, toute timide, à peine dire bonjour, elle ne savait pas trop, etc. Et à la fin, elle finit directrice de service juridique, elle mettait tout le monde d'accord. Et pourquoi? Parce qu'elle s'est trouvée, elle s'est transformée par les cours, mais c'est même pas la fac en elle-même, c'est la manière dont elle s'en est saisie. Et ça, le fait comme ça, de rentrer dans une formation, de se décider, bon, ça j'aime bien, ça j'aime pas, les bons moments, les mauvais, et de voir entre 18 et c'est vraiment édifiant, ce passage-là. Et c'est toujours, enfin je le dis vraiment, c'est toujours un petit miracle de voir, je suis toujours spectateur un peu privilégié de ça, on voit des gens comme ça tout timides qui arrivent, qui à la fin deviennent avocats, juges, et nous expliquent ce qu'est le droit. Bon, Toujours pas de questions. vous n'avez pas de questions supplémentaires? Alors moi, ce que je vous propose... Ah oui. Ah, qui merci, monsieur. Vous êtes pris. Quels sont les différents TD que vous pouvez donner, par exemple, pour les étudiants? Ça va être par exemple en droit constitutionnel, donc c'est le droit de la politique, ça va être le droit civil, ça va être c'est des matières en fait. C'est des matières, et à l'occasion des matières, vous allez apprendre la matière, plus des exercices. Il y a des exercices qui vont être, au début, vous allez avoir des dissertations, vous allez avoir des commentaires de décision de justice, et on va vous faire lire une décision de justice, on va vous dire en gros qu'est-ce que vous avez compris, ou des cas pratiques, un tel s'est cassé la figure dans l'amphi, quel est comment voilà. Moi, je suis en bac technologique et j'aurais justement une question à propos de ça. Est-ce que les bacs technologiques sont moins mis en avant que les bacs généraux? Par exemple, si un bac général qui a 15 de moyenne et un bac technologique qui a aussi 15 de moyenne, est-ce que celui en général sera plus mis en avant? C'est pas la mention qui est regardée, c'est les matières en fait qui vont être, surtout les notes en fait, qui vont être regardées, notamment les notes d'histoire géo, les notes de français, qui ont pu être éventuellement prises en compte, les notes aussi de ce qu'on appelle donc histoire géo, éducation morale et civique. Alors selon les différents bacs, justement, on regarde à chaque fois les matières qui y sont, et c'est clairement la note aussi, mais il n'y a pas, même s'il y a le bac général, on peut penser évidemment que majoritairement il va y avoir des étudiants issus du bac général, on a aussi des étudiants qui sont issus des bacs technologiques. Moi, je tiens, personne, je dis bien, personne ne peut dire à l'avance, et quand je dis personne, c'est les profs, les parents, ceux qui ont une idée de là-dessus au repas de Noël, en gros, tous ceux qui vont vous expliquer. Personne ne peut le savoir à l'avance. Donc, c'est vraiment important de se poser la question si on en a envie d'essayer. Et tous les mécanismes d'autocensure, j'ai un bac techno, etc.
ce que j'ai retrouvé en troisième, ce que ça veut dire. Et ce genre, toutes ces petites choses qui peuvent parasiter une décision, ça doit, je dis, ne rentrer d'aucune manière. Vous vous posez la question, vous avez un bac, très bien. Vous vous posez la question, vous regardez un peu comment c'est fait une licence de droit, vous allez taper un peu sur Internet, c'est quoi le droit constitutionnel, c'est quoi le droit civil, globalement, est-ce que ça vous parle, et après vous voyez. Et personne à la fin ne pourra savoir qui deviendra de la faculté. Ça se trouve, il y en a plus un ou une dans la salle. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter quelques outils qui sont à destination des lycéens, que Cap Avenir met donc à la disposition des lycéens. Donc, Cap Avenir, je le rappelle, est la structure... Alors, je vous demande 2 petites secondes. Voilà. Cap Avenir est la structure d'information et d'orientation de l'université. Et donc, sur notre site, nous avons des outils qui sont mis à disposition des lycéens et de leurs parents pour préparer au mieux l'entrée en études supérieures. Donc, vous avez ici, hop, je vais utiliser votre outil. C'est pas la mienne, c'est la vôtre. Ouais, non, je pense que je vais... Ouais, mais je vais le faire comme ça. Vous avez ici une rubrique qui est à destination des lycéens et des futurs étudiants dans laquelle vous retrouvez différentes choses que je vais vous expliquer. La première chose, c'est ce qu'on appelle la possibilité, la possibilité de faire des immersions individuelles à l'université. Alors, si vous êtes intéressé par la faculté de droit et que vous avez envie de découvrir, d'aller encore plus loin que ce que vous avez vu aujourd'hui et de découvrir ce que c'est qu'un cours magistral en y-assistance, ce que c'est que manger au restaurant universitaire. Ah, ok, non, là, je vais vous dire des bêtises. Enfin, vous pouvez manger au restaurant universitaire si vous le voulez. Ce que c'est que la BU. Vous avez la possibilité de participer à des journées d'immersion qui auront lieu dans la semaine du 4 mars. Donc, si vous voulez vous y inscrire, vous avez ici la rubrique immersion individuelle à l'université. Et à partir du 15 janvier, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour cette journée d'immersion. Alors, c'est dans la semaine du 4 mars et on n'a pas encore les jours précis. Les jours précis seront donnés dans la deuxième quinzaine de février, mais vous pouvez dès à présent vous inscrire sur ces journées d'immersion qui sont très intéressantes parce qu'elles vous permettent de vous rendre compte de ce que c'est qu'un cours en amphi, de discuter avec des étudiants, chose que malheureusement vous n'avez pas pu faire aujourd'hui, de rencontrer parfois des enseignants et puis de mettre le pied dans la faculté de droit. Si vous avez des questions spécifiques auxquelles il a été répondu aujourd'hui et que vous avez oublié, vous aurez la possibilité de regarder l'Instapac en replay. Donc la conférence d'aujourd'hui en replay, elle sera d'ici une semaine, elle sera sur le site. Et puis, vous avez ici dans la rubrique ressources lycéens, ce qu'on appelle les fiches licence. Alors, vous allez pouvoir retrouver dessus ce qui vous a été présenté aujourd'hui avec un petit supplément, enfin un petit supplément, un petit outil supplémentaire qu'on appelle, hop, si je prends le parcours droit général, hop. Et bien voilà, on va pas l'avoir. Je voulais... Donc, si vous ouvrez une fiche licence, là je suis sur celle de droit et marché de l'art,
dans la rubrique débouchés, vous avez une carte mentale avec, et ça marche pas, décidément c'est pas ma soirée, vous avez, alors, de chez vous ça marchera, et en fait sur cette carte mentale, vous retrouvez un panel non exhaustif, mais un panel des différents métiers auxquels peut mener cette licence et les masters qui y mènent. Donc c'est un outil qui est utile pour les lycéens, mais aussi pour les étudiants de première année, de deuxième année. Et puis, si vous voulez, toujours pareil, toujours sur le site de Cap Avenir, pour répondre notamment à la question de, alors c'est pas, à la question sur que deviennent les étudiants de droit, vous avez une rubrique ici qui s'appelle Devenir des diplômés, sur laquelle vous pouvez trouver les études vers lesquelles se sont dirigés les étudiants qui ont fait une licence de droit ou droit et marché de l'art. Donc vous retrouvez ce que mes collègues ont pu vous dire. Vous retrouvez aussi les masters ailleurs en France vers lesquels ou les licences professionnelles vers lesquelles se sont dirigés les étudiants qui ont suivi un cursus à Brest. Et sur cette rubrique, vous pouvez également trouver les types de postes ou voir les types de structures dans lesquelles travaillent les gens qui ont suivi des masters à Brest en droit. Donc voilà, ça c'était pour compléter ce qu'ont pu dire mes collègues, les outils que vous pouvez trouver sur le site de Cap Avenir. Et j'espère qu'avec tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui, vous pourrez faire votre choix d'orientation en pleine connaissance de cause. Voilà, moi je vous remercie de votre attention et puis on reste à votre disposition si vous avez des questions plus particulières, plus spécifiques. Voilà, merci à vous.